Vous voyez Margot et Céline, qui viennent de l'université de Valenciennes, l'université polytechnique des Hauts-de-France, et Emanuele, qui ne parle qu'italien et qui vient de l'université Poli Arte d'Ancône. Marion nous rejoint dans un instant, la voici. Chaque année, quand il y aura un programme Erasmus, le thème se déclinera de la même manière, une journée dans la vie d'eux, c'est-à-dire c'est une enquête sur une journée particulière. Voilà. Je le résume quand même peut-être, je ne sais pas où tu veux, Margot. Alors, nous avons travaillé sur l'exposition Kandinsky, donc, qui raconte un peu l'idée de la vie de l'étudiant, comment il est arrivé de travailler sur la criminologie et de là développer sur une pratique un peu plus artistique. Donc on a retracé un peu... dans ses recherches, il a retrouvé son grand-père qui était un des grands criminels. Et de là, il a voulu comprendre un peu ce qui pouvait se passer dans la tête d'un criminel. Il est reparti sur ses traces et allé à Vologda, c'est ça? Oui. Et en arrivant dans cet environnement, il a découvert un endroit qui était pour lui tout à fait nouveau, avec des couleurs, quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir de la part de criminels. Et de là, il s'est posé la question de savoir comment un criminel pouvait... pas tout à fait ça. Peut-être que je me trompe. Ils ne sont pas criminels a priori. Non, c'est ça. Non, il fait une enquête en tant qu'étudiant en anthropologie criminelle sur les délits particuliers et le code pénal d'une tribu, d'une ethnie très particulière du nord de la Russie. Et a priori, il s'attend à voir des gens particulièrement sombres, enfin qui vivent d'une manière particulièrement délictueuse ou n'importe quoi, et il est très surpris. Donc, avec la permission de Margot, je vais reprendre un peu. La question est une journée dans la vie de Vassili Kandinsky, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez ce grand théoricien russe de l'art abstrait. Vassili Kandinsky, en fait, n'est pas russe, il a grandi en Russie, il est devenu allemand, il a fini la fin de sa vie, il était français, mais ses origines sont complexes, ce n'est pas toujours raconté dans les livres, mais en particulier, il avait ses ancêtres qui étaient en fait de dangereux criminels, mais qui, au lieu d'être exécutés, alors qu'ils avaient dépouillé des monastères et qu'ils avaient tué des moines, ont été envoyés aux travaux forcés en Sibérie, parce qu'ils étaient très forts. Et lui, est-ce que ça joue un rôle? On peut penser que ça joue un rôle dans le choix de ses études, puisqu'il va étudier l'anthropologie criminelle, alors que c'est une science naissante. On est dans les années 1880. En Italie, il y a la célèbre école de Lombroso. En France, il y a Bertillon, le bertillonnage avec les portraits face-profil. Et donc, lui, il étudie ça à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et il est envoyé en mission officielle, il a 25 ans. Il part dans une province du nord de la Russie qui s'appelle la province de Vologda, et au lieu de trouver des gens qui vivent comme des brutes, affreux, sales et méchants, il trouve des gens qui ont de belles maisons, des meubles colorés, des jolis vêtements et tout. Donc, dans la première pièce, vous avez à la fois des documents originaux d'anthropologie criminelle, vous avez un diplôme d'inspecteur français, vous avez des cartes de visite de gens recherchés, vous avez là des choses assez impressionnantes. Margot, tu te rappelles ce que c'est? Céline? Le docteur Lewis, en 1862, demande la permission de congeler des cerveaux de criminels décapités afin de pouvoir faire des coupes latérales et de rechercher si simplement par une minutieuse étude topographique on peut voir le siège des mauvaises pensées. Et donc nous voyons là-bas aussi un autre chirurgien en train de rechercher les mauvaises pensées dans la tête
d'un mort. Et en face, on a mis des documents originaux qui viennent de cette région de Vologda. Les meubles sont authentiques. Ce sont des coffres qui datent exactement de cette période et qui viennent exactement de cette région. Vous verrez, il y a des inscriptions en langue russe, année 1862 par exemple, sur le coffre vert. Vous verrez aussi des icônes de la collection. Nicolas Devigne. Voilà. Parmi, il y a les estampes populaires qui ont tellement frappé aussi. Exactement, pardon, le récit, Vassili Kandinsky a raconté plus tard dans un ouvrage qui s'appelle en anglais Reminiscences, en français Regard sur le passé, en italien Sguardi sul passato, merci Emanuele. Et il raconte que sa surprise s'est passée en 4 étapes. D'abord, les isbas sont belles, les infissi, les portes, les fenêtres sont colorées de décors, de couleurs vives. Puis quand il rentre, le mobilier est peint de couleurs vives. Et il y a au mur des estampes populaires, des calendriers aux couleurs, on ne va pas dire criardes, mais très jolies. Et il y a un angle de spiritualité avec des icônes dans des cadres dorés. Et en plus, au milieu, il y a cette lumière que l'on trouve dans l'angle de spiritualité, qui est une lumière d'une chandelle ou d'une bougie. On a essayé de montrer, de signifier ce récit de Kandinsky à travers ces 2 objets de cuivre, de métal et de bois qui sont faits pour refléter la lumière et projeter. Malheureusement, nos envies, nos désirs de lancer des rayons, des lasers ou des LSD qui auraient ensuite projeté une lumière particulière n'ont pas été menés à bien. Voilà. C'est l'expérience de Prague. C'est la machine de Prague. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première pièce. L'étudiant en criminologie découvre cette beauté et décide de changer son champ d'études ce jour-là. C'est à ce moment-là que naît sa vocation. Il va mettre quand même 20 ans de plus à mener à bout et à écrire sa théorie. Oui, j'en profite pour raconter un peu. Donc, le grand-père du grand-père et ce dangereux bonhomme, dans la langue des comices, d'où viennent donc cette région qu'il va étudier, ça veut dire l'homme très fort. Kandinsky, ça veut dire en comice l'homme très fort, l'ours. Et c'est pour ça qu'il va aussi peut-être être volontaire pour aller enquêter dans cette région. Il est envoyé dans l'extrême-orient sibérien, dans une mine d'argent, puis il va sortir de la mine, il va devenir le chef des trappeurs, il devient une terreur, il devient le grand chef des trappeurs de l'extrême-orient russe. Son fils va suivre sa carrière, va être un peu criminel, va être aussi un chef de bande, et puis finalement, comme ils attrapent beaucoup de fourrures, qu'ils ont mis de l'ordre dans tout ça, on va leur permettre, ils vont recevoir par un décret impérial de l'année 1840, ils vont, au lieu d'être des bagnards, ils vont retrouver le statut d'homme libre, ils vont obtenir la citoyenneté par un oukaz, par un décret impérial. Et l'arrière-grand-père va pouvoir épouser une princesse locale. Donc Kandinsky est aussi d'origine mandchoue. Son grand-père devient le plus grand négociant en fourrure. Il se déplace vers Irkoutsk. À l'époque, il n'y a qu'une seule frontière avec la Chine. Et il échange les fourrures de Sibérie contre le meilleur thé chinois. Puis, en 1860, va être signé le premier accord de paix entre la Chine et la Russie, et on va ouvrir 5 postes frontières, alors qu'avant, il n'y en avait qu'un. 5, c'est la fin d'un monopole, on ne peut pas contrôler les 5 portes. Donc, la famille Kandinsky, de toute façon, qui a eu un peu des problèmes, on les a dépossédés de tous leurs esclaves. Enfin, vous verrez, c'est à lire en cyrillique, c'est pas toujours facile à enquêter, mais ce sont des grandes histoires. Et ils vont se rapatrier à Moscou et vont devenir l'équivalent de mariage frère. Vous voyez, mariage frère à Paris, c'est très élégant. Et ils vont vendre du thé chinois, etc., etc. Et Kandinsky va faire ses études d'anthropologie, puis il va avoir cette envie, et il racontera que cette envie d'étudier l'art, de comprendre pourquoi, est-ce qu'il y a dans notre esprit
une étincelle, une nécessité intérieure de se porter vers la beauté. Et cette idée lui est venue alors qu'il était en train de chercher pourquoi il y avait des gens de cette peuplade qui avaient été des criminels et pourquoi ils aimaient la beauté et la couleur. Donc, c'était amusant, dans le cadre d'un colloque sur le désir mimétique, d'opposer la nécessité intérieure de beauté au désir mimétique de copier. Voilà. Deuxième pièce. Alors ici, nous sommes dans la deuxième pièce. Mesdemoiselles, mesdames. Dans cette pièce-ci, il s'agit donc... c'est une base que tu connais mieux. Nous avons ici ce tableau retourné qui est à la suite de théories de Vassili Kandinsky, d'expérience de Vassili Kandinsky, trouvait qu'il était aussi intéressant de tourner un tableau pour changer sa vision d'une œuvre. Et c'est pour cela que nous avons changé de sens ce tableau qui est de la collection de Serge Pentu. Non. Presque. Non. Kandinsky raconte qu'un jour, il rentre dans son atelier, mais il voit un tableau extraordinaire. Et il a l'impression qu'il ne l'a jamais vu. Puis après, il comprend, c'est son tableau, mais qui est à l'envers. Et il découvre qu'il est encore plus beau qu'il ne pensait. Donc, on l'a mis à l'envers. On l'a mis à l'envers. Alors, les gens de Sénégaliens sont là, ils demandent pourquoi il est à l'envers. Et on a écrit là, pourquoi ? Alors pour ces dessins-ci, il s'agit... Alors ici, il s'agit donc de dessins d'un soldat réalisé lors de la guerre, alors qu'il était... La guerre 14-18, pardon. Du coup, alors qu'il était... Il était vraiment dans les horreurs de la guerre. Il a réalisé ses dessins et pour pouvoir redonner certainement un peu plus de joie, de vie à ses œuvres, il y a donc ajouté de la couleur. C'est pas vraiment des œuvres, c'est quoi au départ ? Des dessins, des croquis de... Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ce sont des lettres, des cartes. À sa mère. Donc c'est une correspondance en fait. C'est un soldat qui est coincé dans les horreurs des tranchées et qui ressent la nécessité, pour essayer de la rassurer, de mettre des couleurs vives. Malheureusement, la dernière lettre est tragique. On l'a séparée, elle est couleur de boue. Là-bas, vous verrez une affiche très rare de la révolution bolchevique, qui est une affiche... Ça, c'est une affiche de 1918. C'est une affiche de 1918. C'est une affiche de 1918 qui est demandée par Lunacharsky et qui veut dire camarade, respecter le patrimoine artistique. Qui est Lunacharsky ? Le commissaire du peuple, c'est-à-dire l'équivalent de ministre de la Culture, et qui va nommer le même Kandinsky responsable de tous les musées qu'on va créer en Union soviétique au début de la Révolution. Et à côté, vous avez un dessin qui est une copie française d'un dessin du célèbre Alexandre Orlovsky, qui est considéré le premier peintre de Russie et qui donc représente, si vous voulez, ce qu'est la Russe en 1800. Donc ça vous permet de mesurer comment en un siècle, on passe d'un pays qui dessine quand même comme avant l'iconoclasme, ou même, enfin pire, comme au Moyen-Âge, à l'avant-garde absolue de la planète. Il n'y a qu'un siècle de différence entre Orlovsky et Kandinsky. On passe à travers, vous verrez ici, Yo Dux, c'est la signature du duc de la Rovere quand il établit ses chambres. Alors, dans cette pièce, on a mis la première œuvre picturale de Kandinsky, en fait,
qui est une petite peinture sur planche de bois qu'il a fait à Odessa entre 1898 et 1901 et qu'il avait ramené dans sa valise quand il a réussi à s'enfuir de Berlin en 1933 et qu'il a été recueilli par Marcel Duchamp, qu'il avait trouvé un appartement sur les bords de la Seine. Dans cette valise, il avait ramené les choses essentielles, donc il y avait 2 petites peintures du départ, il y avait des manuscrits, ici ce sont des agrandissements, c'était sa théorie de la composition, qui est maintenant à la bibliothèque Kandinsky du musée Pompidou. Cette œuvre vient de quel fond? De la valise. Le fond de la valise. Le fond de la valise de Kandinsky. Oui, mais la valise. Elle est prêtée par quelle? La valise, elle vient de la valise. Elle est prêtée par une collection privée. Voilà, la valise. Ici, vous avez des travaux qui ont été faits par Marion et Margot, justement, qui étaient faits pour les enfants qui sont venus. Les enfants qui sont venus et tout ça, donner envie de créer des choses, puisque Kandinsky, c'est pour donner envie à tout le monde de créer, donc elles ont fait des collages. Des collages et des dessins et des aquarelles. Pour expliquer ce que dit Kandinsky sur la nécessité intérieure. Non, je ne peux pas. Allez. Peut-être vous pouvez. Parce que comme ça, nous, on comprend. Eh bien, il dit que dès que le moment où on a une relation, on a une perception des formes et des couleurs. Et on a des couleurs préférées, on a des formes préférées, et il cherche à voir quelles sont les relations qui existent entre l'idée que l'on a, la couleur auquel on pense et la forme que l'on voit. Lui, il pense qu'il y a 3 couleurs fondamentales, que le bleu, c'est quand on regarde un peu le ciel et l'immensité. Le rouge, c'est la couleur un peu du sang, de la force, de l'énergie sur la terre. Et le jaune ou le doré, c'est la lumière, c'est quand on pense aux choses abstraites ou au petit Jésus. Il pense que quand on pense aux choses abstraites ou au petit Jésus, ça correspond aussi à la forme du triangle. Il pense que quand on regarde le ciel, ça correspond à la forme du cercle, c'est-à-dire l'ouverture la plus grande possible de nos yeux et de notre âme. Et il pense que quand on pense aux choses de la force sur la terre, c'est comme quand il disait le taureau là, qui fonce dans le mouchoir rouge, c'est le carré. Dont il a parlé ce matin, le monsieur. Oui. Voilà. Et en même temps quelque chose qui est très en rapport au classicisme. Avec Nicolas Poussin, par exemple, on a des tableaux qui sont très dessinés, où le dessin est pris sur la couleur. Et quand on regarde la couleur, on regarde le jaune, le bleu, le rouge. Et en fait, Kandinsky, ce qui nous fait comprendre, c'est qu'un tableau, ça se comprend avec le temps comme une musique. C'est-à-dire une musique, on a besoin pendant 15 minutes d'écouter le boléro de Ravel, et qu'on comprend le boléro de Ravel au bout de tant de temps. Et qu'il faut entendre toute la musique pour la comprendre. Et en fait, quand on regarde Nicolas Poussin, on commence à voir les bleus, les rouges, les jaunes, les couleurs plus agressives, et après seulement on comprend les autres couleurs. Et dans l'abstraction de Kandinsky, il faut passer du temps, et on pénètre l'œuvre, et on commence à y passer du temps, et on met plus de 10 minutes, on met plus de 15 minutes. Et c'est là où on comprend que le spectateur doit donner de lui-même, doit donner de son temps pour comprendre l'œuvre, et qu'il faut du temps pour comprendre l'œuvre. C'est pas beaucoup, 10 minutes. Oui, c'est pas beaucoup, c'est pour ça que... C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, Ida. Et en fait, Kandinsky, C'est pas beaucoup. il nous fait comprendre ça, de manière abstraite avec des formes géométriques. Alors, voilà. Désolé, la 3e pièce, elle est un petit peu compliquée, mais il faut la prendre plutôt de ce côté-là. Alors, il faut que je fasse une présentation. En 1961, des penseurs soviétiques ont décidé d'attaquer très violemment la bourgeoisie américaine décadente. Et en particulier, leur forme d'art abstrait avec Pollock. Donc, contre Pollock, ils ont publié un livre qui est sorti vers 63-64, et en disant « Nos singes dessinent mieux que vos artistes milliardaires ». Et ils avaient fait un peu des expériences avec les chimpanzés du zoo de Leningrad. Quelques années plus tard, en pleine guerre du Vietnam, l'armée rouge, des généraux, reviennent voir
le laboratoire du zoo de Leningrad, le célèbre laboratoire du professeur Pavlov qui avait étudié les réflexes animaux, le sucre, on tire la langue, et qui est alors dirigé par le professeur Firsov. Et ils disent au professeur Firsov, nous avons nos agents Viet Cong qui nous disent que les soldats américains meurent en très grand nombre dans la jungle Viet Cong du Vietnam, parce qu'ils sont gourmands et imprudents et ils mangent toutes sortes de baies, de fruits, de fleurs, de plantes, sans faire attention, tombant très gravement malades et ils en meurent. Donc pourrions-nous penser à une façon de pouvoir faire un catalogue dans une zone inconnue des plantes comestibles et des plantes vénéneuses. Et le professeur Firsov organise un été avec les singes, les chimpanzés, sur une petite île vierge de la Volga, où il n'y a pas de culture, où il n'y a pas d'habitation. Et au bout de 3 jours, les singes, ils ont tout de suite deviné qu'est-ce qui est bon à manger, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais bon, il aime bien cette île, il avait prévu tout un été, et alors il a trouvé la conclusion tout de suite. Il suffit d'emmener des chimpanzés pour savoir ce qu'il faut manger ou pas manger. Et il lui reste tout l'été à tenir, et il se rappelle les expériences, et il multiplie les initiatives avec les chimpanzés. Il découvre que les chimpanzés ne voient pas les couleurs, donc si on veut leur faire des compositions coloriées, aujourd'hui ce sera le bleu, demain ce sera le rouge, parce que sinon ils ne comprennent pas. Donc et ils ne font que répéter. Ce n'est que du mimétisme. Vous allez voir tous les dessins qui ont été réalisés et qui sont annotés par les scientifiques. De chimpanzés. Les chimpanzés s'appellent Gamma, Bai. Non. Le troisième chimpanzé, vous regarderez. En tout cas, il se pose la question, mais quand même, ce que dit Kandinsky sur cette nécessité intérieure de dessiner, est-ce que je pourrais trouver un jour un anthropoïde qui, au lieu de reproduire ce que je lui demande, aura ce désir intérieur spontané de dessiner. Et il a été très têtu, ça a pris 27 ans, et 27 ans plus tard, il a rencontré cet anthropoïde extraordinaire. En italien, le nom est beaucoup plus beau qu'en français. Ça s'appelle un orangotango. C'est beau, orangotango. Hein, et elle s'appelle El Monica. Et donc, vous allez voir, il y a la vidéo. Vous allez voir 2 vidéos. Une vidéo où on voit les chimpanzés qui dessinent comme des enfants de 2 ans. Et vous verrez la deuxième vidéo où Monica fait un dessin toute seule. Et le dessin est à côté de la vidéo. Hein? Est-ce que les orang-outans voient les couleurs? On pense que oui, puisqu'il lui a fait faire le test de Kandinsky. Enfin, il lui a fait faire un test avec un triangle, un carré, un rond. Et il semblerait qu'elle ait trouvé les bonnes couleurs de crayon. Vous allez voir, il est aussi au mur. Voilà. On arrête d'écouter Tchaïkovski et on est en train de détruire les œuvres russes dans les universités occidentales. Vous avez vu, c'est marqué, il va avoir les musées, il y a des endroits d'exposition. Je cherche le nom de l'âne, tu sais. Oui. À Liboron. À Montmartre. Coucher de soleil sur la Trinité. Oui, par contre, là-bas, c'est autre chose. Tu l'as vu, la vidéo d'elle? Non, mais je me rappelle l'article tout à fait très longtemps sur ce message. Très longtemps. C'est l'idée de l'accès à la culture.
Donc ça, c'est les vidéos originales et authentiques de Firsof. Hein. Ça, c'est l'humour de la jeune femme qui a fait la vidéo. Ina Posina. Elle a fait ça quand Il y a 9 ans. Il y a un peu plus même. Non, 10 ans. Voilà, alors attention. Voilà, vous avez vu le professeur Firsof. Le voilà. Il donne sa montre au chimpanzé. Et puis maintenant, vous allez voir la deuxième vidéo. Voilà Firsof sur l'île où ils font l'expérience. L'assistant. Tout ça pour démontrer que Pollock, c'est bien du tout. Non, ça c'était. C'est pas lui qui a fait la chose contre Pollock.